Euh, Je suis Nicolas Fernandez, je suis professeur au département de médecine de famille, médecine d'urgence, mais je suis spécialiste en éducation, en pédagogie. J'ai été embauché en fait pour former les médecins, à mieux former les médecins, en principe à la base. Mais moi-même, je suis patient. Vous voyez sur la photo, c'est une photo d'il y a peut-être maintenant plus que 12 ans, en tout cas 14 ans peut-être, où je suis en train de m'insérer des aiguilles pour la dialyse. Et c'est une photo qui me rappelle beaucoup ce moment-là de ma vie où j'avais appris quelque chose de très important et c'était un peu mon sens de pouvoir contrôler mon destin un petit peu. Et donc, voilà, vous voyez mon visage vraiment illuminé et vous voyez que je suis ganté parce que je t'avais de préparer ma séance de dialyse. Et j'ai appris à m'insérer les aiguilles moi-même. Donc, pour moi, et ayant fait des études en éducation, l'apprentissage et la santé, ça va de pair. Et donc, ce que je veux vous livrer aujourd'hui, un peu, c'est d'abord, je vais avancer, un peu le plan de la présentation. C'est d'abord, parlons de c'est quoi l'apprentissage. Je vais vous présenter certains concepts là qui sont vraiment un peu dans les débats actuels en sciences de l'éducation, en sciences de l'éducation, mais aussi en sciences de la santé, en pédagogie des sciences de la santé. Ensuite, on va faire un atelier. Je vous propose, je sais pas, je pense que j'ai 45 minutes ou 40 minutes. 45. 45, OK. Donc, un atelier 10 minutes pour qu'on discute de ces concepts. Moi, c'est pour moi, en fait, c'est pas pour vous. Je veux savoir un peu comment ça se passe en France, comment ces concepts sont vus en France. Et ensuite, je vais parler, moi aussi, j'ai étudié, j'ai commencé, j'ai tombé amoureux de l'entretien d'explicitation. Là, je fais le deuil de Pierre Vermersch, non seulement parce qu'il est décédé cette année, mais aussi parce que j'ai trouvé ça très intéressant comme approche. Alors, je vais en parler, comme je pense que vous en avez parlé. Mais je me suis aussi permis d'être un peu infidèle et d'aller voir ailleurs, donc notamment au CNAM. Je travaille beaucoup avec Bernard Pro du Conservatoire national des arts et métiers, qui travaille aussi dans le laboratoire de Yves Clos. Alors, puis on fait des projets avec la clinique de l'activité dont je vais vous parler et aussi d'autres approches, notamment le récit de vie. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est vous donner une brochette de différentes méthodologies que nous sommes en train d'utiliser ou mettre en place pour étudier l'intégration des patients moi, je travaille beaucoup au niveau de l'intégration des patients dans la recherche, mais tous ces méthodes-là sont dans le but de recueillir, valoriser, contribuer au développement du savoir expérientiel et de la compétence des patients et aussi des professionnels de la santé. Alors, je ne sais pas, si vous voulez, je passe la première section, c'est vraiment 2-3 diapositives rapidement, puis après, on peut déjà partir en atelier et puis on peut discuter de ces concepts-là. Ça va? Bon, vous n'avez pas le choix, on est en pandémie. Montréal est à veille de tomber dans une zone rouge. Alors, tout le monde s'énerve ici, de ce côté-ci de l'océan. Je ne sais pas, pour vous aussi, je pense que ce n'est pas drôle maintenant ces temps-ci. OK. OK, donc qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Cet été, en pandémie, je me suis donné le luxe de relire David Kolb, que vous connaissez sans doute, et pour pouvoir approfondir. Ses racines, vous savez, c'est vraiment dans la philosophie pragmatique de Dewey. Et c'est un adepte, c'est un étudiant de Kurt Lewin, que vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis, l'Allemand qui est venu aux États-Unis, qui a vraiment développé la thérapie de groupe et la dynamique de groupe et comment les groupes se constituent, se développent, etc. Alors, pour Kolb, qui est un peu le père de l'apprentissage expérientiel, en fait, c'est le père, l'apprentissage expérientiel existait bien avant lui, évidemment, mais c'est lui qui a fait ce joli modèle que vous voyez ici à l'écran. Ici, là, expérimenté, observation réfléchie, conceptualisation, émission d'hypothèses, que vous connaissez tous. Alors, j'ai relu ça cet été, j'avais du temps, et voilà, je me permets de faire une synthèse de ce que c'est que l'apprentissage selon cette théorie. Donc, c'est vraiment un processus continu et constant. C'est vraiment axé sur l'idée qu'il y a une continuité là-dedans. L'apprentissage, lorsqu'il se produit, c'est une transformation irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas retourner en arrière. Il y en a qui vont dire que oui, mais en principe, si c'est un apprentissage qui vaut son nom d'apprentissage, ben,
c'est difficile de le défaire. Il se nourrit de l'écart entre l'intention et l'action. Ça, c'est vraiment un concept de la psychologie du travail de nos amis à Paris, dans le sens que l'écart entre la tâche effective et la tâche réelle est très important pour l'apprentissage. C'est la clé, en fait, c'est la clé de tout. Ensuite, selon Kolb, l'apprentissage met l'individu en double posture d'acteur et d'observateur, constamment. Un va-et-vient entre l'action et l'observation. Et évidemment, quelque chose que nos collègues, mes collègues en sciences de la santé, en médecine, etc., ont de la difficulté. L'apprentissage, ben, ils le comprennent, évidemment. Ils le comprennent, ils sont d'accord, ils me donnent pas des coups de poing quand je dis ça, mais c'est incomplet, il ne finit jamais. On ne peut pas concevoir un apprentissage finalisé. OK? Je pense que jusqu'à maintenant, on s'entend. L'autre concept qui m'attire beaucoup, en fait, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh, wow. Puis après, puis ensuite, puis, c'est incroyable, c'est la liminalité, qui est difficile à saisir, évidemment, mais je trouve ça très intéressant parce que, en fait, quand on est en apprentissage, on est en liminalité. On est en transition d'un contexte. Alors, je me suis amusé hier à regarder sur Internet, parce que je ne peux pas aller à la bibliothèque. Mon dictionnaire est trop vieux ici. En psychologie, ce qui est liminaire, c'est juste perceptible. Donc, vraiment, il y a l'histoire d'un seuil de perception. Okay? On est à veille de. Selon Nicole Zintzingen, un temps, j'ai aimé cette citation, un temps et un espace de coupure, il y a une rupture, destinée à souligner la différence entre l'état antérieur et l'état postérieur. Donc, et cette coupure prend la forme d'une période de marge. Okay? On est en marge, ce qui revient un peu au concept de Lev et Wenger, la participation périphérique légitime, que vous connaissez sans doute, le compagnonnage cognitif, etc. Il y a toute cette idée de progression, d'être en marge pour aller vers le centre. Et les Anglais, parce que c'est un peu ça la force des Québécois, c'est qu'on lit les Anglais. Donc, je vous taquine. C'est en Angleterre, il y a tout un corpus de travaux de Rayland et autres qui sont beaucoup attirés par les troublesome knowledge, en fait, les concepts difficiles. Hein? Et donc, pour eux, il y a cette idée de la théorie du seuil, threshold concepts, dans lequel l'apprenant quitte la condition de liminalité, traverse un seuil, et là se trouve dans une condition de stabilité. Et pour ces gens-là, les concepts troublesome, les concepts dérangeants, ce sont justement des concepts qui vont un peu contredire les concepts antérieurs. Hein? Donc, il y a déjà cette idée-là de transformation, de contredire un peu les notions antérieures. Et j'y vais vite, mais on pourra en discuter par la suite. Là, c'est pas long, j'ai juste une ou... Ben, deux. En fait, l'autre ami, le grand ami des patients, je trouve, moi, c'est évidemment Donald Schoen avec sa pratique réflexive. Donc, la réflexion, cette idée. Et lui, dans ses ouvrages, il parle beaucoup de l'artisanat de la compétence. Bon, qu'on s'éloigne évidemment d'une vision technocratique de la compétence, mais une vision plutôt, une compétence qui est capable de faire face à des situations imprévues, incertaines, inconnues, etc., uniques, etc., hautement complexes. Donc, il énonce cette idée-là de la compétence, l'artisanat de la compétence. Pour certains, surtout les gens d'une posture un peu plus behavioriste, la compétence, ça devrait être quand même assez rigide. C'est-à-dire, tu atterris un avion, d'accord, mais tu ne peux pas l'atterrir n'importe où. Il faut que ça atterrisse dans une espèce de chemin de 4000 mètres, plus ou moins entre 30 mètres et pas plus. Tu ne peux pas l'atterrir où tu veux. Là. Donc, il y a quand même... Et ça cause beaucoup de confusion chez les gens, je trouve. Parce que l'artisanat de la compétence, c'est que ça veut quand même dire que tu peux atterrir l'avion un peu... Toujours, on s'entend. Il faut qu'il atterrisse à la bonne place. Mais les façons d'approcher la tâche peuvent être différentes. Et une des choses attirantes de l'idée des concepts seuil, c'est que ce qui se passe après d'avoir traversé le seuil peut varier selon... Enfin, il y a autant de réponses qu'il y a d'individus.
l'apprentissage ne peut pas être similaire ou semblable, ou même, on peut peut-être le comparer, mais... Donc, c'est ça, moi, qui m'attire, c'est cette histoire d'artisanat. Et juste parce que nous, on aime beaucoup les schémas, donc voici l'artisanat de la compétence, un peu comment on la voit. On part de zones de pratique indéterminées, les problèmes complexes et incertains. Ensuite, il y a un contexte dans lequel il y a une activité professionnelle, il y a une activité quelconque qui se produit. Il y a une réflexion qui se produit sur cette activité, puis il y a une boucle là, puis tout à coup, on passe à cette phrase-là, ici, la grande boîte au centre ou vers la droite. Donc, il y a expliciter les savoirs tacites. Donc, on explicite un peu les savoirs qu'on est en train de construire, tout en confrontant les aspects abstraits de la théorie avec les résultats concrets de la pratique. Et tout ça, ça donne ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, ben non, pas moi, Sean aussi, là, Donald, il m'appuie là-dedans, je crois, la compétence artisanale du professionnel. Sachez aussi que Donald et David Kolb se réunissaient pour prendre des bières. Ils se connaissent très bien, ils ont étudié ensemble. En tout cas, c'est des gens, c'est dans un groupe de pensée très, très, très semblable. OK. Et l'autre chose qui m'est arrivée récemment, c'est de relire cet article de 2010, donc il y a 10 ans, dans lequel il y a un appel assez strident pour réformer l'éducation en sciences de la santé, pour développer des compétences requises, donc les compétences qui sont de plus en plus de nature artisanale, on peut se le dire, pour construire l'interdépendance entre les acteurs, ce qui me pousse à vraiment regarder l'aspect social de l'apprentissage et la collaboration interprofessionnelle, pour améliorer les conditions de travail. Là, au Québec, actuellement, les infirmières quittent leur profession comme ça ne se peut pas, comme on dit ici, c'est-à-dire ils sont débordés. En France, ça doit être semblable. Donc, les conditions de travail n'ont pas évolué. C'est encore très difficile. Et ultimement, bien sûr, on veut assurer la qualité des soins aux patients. OK. Donc là, je vous ai présenté différentes conceptions, puis j'aimerais qu'on passe, si possible, à l'atelier. Et donc, 10 minutes, peut-être, moi, je pense que, je ne sais pas si, est-ce que je peux les diviser en petits groupes, Luigi? Non. Là, c'est un peu compliqué. On n'a pas fait de sous-salle. Donc, OK. OK. Donc, peut-être, ben, OK, on va changer un peu les règles, d'accord? Parce que là, on a des contraintes techniques. Pensez-y 2-3 minutes, puis après, on va débattre. Puis, j'inviterai à chacun de s'exprimer sur, vous voyez ici à droite, l'apprentissage expérientiel, la pratique réflexive, la transformation, la liminalité, etc. Voir un peu comment moi, c'est pour moi, hein, c'est pas pour vous. Moi, je veux savoir quelles sont vos opinions, comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez avec ces choses-là? Je doute que c'est nouveau pour vous, mais je veux juste savoir un peu comment ça se passe pour vous. Alors, je vous mets tous. Non, je ne peux pas. Ben, attends, je vais arrêter partage pour pouvoir tous vous voir. Vous voyez bien que je suis pédagogue et je me suis déjà habitué à Zoom. Alors, félicitations. ouais, ça a été facile. Bon, oui. Alors, je vous regarde. Ce que je peux voir, évidemment. OK. Allez-y. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, puis après. Il faudrait remettre l'écran, en fait, pour... OK, parfait. Je remets l'écran et après, je vous reviens dans 5 minutes. Moi, j'ai une question. Oui. La question que vous nous posez, c'est comment on utilise et on pratique ces différents points que vous évoquez, ou vous voulez qu'on réfléchisse avec la question qui est sur la gauche, quel Exact. éclairage pourrait apporter ces notions au partenariat avec les patients? Exactement. Pas... Du coup, ce serait laquelle? C'est plutôt nous,
qu'est-ce qu'on utilise dans ces notions ou plutôt quel éclairage ça pourrait apporter? Oui, ouais, ben, c'est un peu, ça revient au même. Je crois que vous travaillez tous dans la question des partenariats des patients. Ok. Non? OK. OK, mais OK, peut-être pas. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter donc en termes de l'avenir du système de santé, on pourrait dire comme ça, alors, un peu plus large. Ok. Ouais. Mais en fait, je veux juste avoir un son de cloche de votre part, parce que tout ça, c'est dans ma tête, hein? Et donc là, j'ai l'occasion de parler avec des gens, même si c'est à travers le Zoom, là, mais juste pour avoir un peu comment vous vous situez par rapport à ces concepts-là. Est-ce que... Oui, puis si vous avez travaillé avec, tant mieux. Alors, voilà. Donc, il reste 3 minutes pour réfléchir. Puis après, on fait un débat. Je vais prendre jusqu'à 9h20, ben, pardon, 15h20 pour vous, pour faire le débat, pour discuter. Puis après, j'ai d'autres diapositives à vous montrer, ne vous inquiétez pas. Encore une petite minute alors, hein? Il est et 4. Alors, ça y est. Est-ce que je peux arrêter le partage? Et puis, pour vous voir et vous faire le débat? Vas-y, vas-y. C'est toi qui maîtrise, c'est toi qui anime. Oui. Ben, c'est ma personnalité. Je ne veux pas m'imposer. Bon, attendez. OK. Alors, je vous écoute. Si personne parle, je vais commencer. Peut-être Nicolas. Oui. Euh, OK. Moi, je dirais que nous, ce qu'on mobilise dans les différents ateliers Oui. qu'on organise avec le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, que ce soit en éducation médicale, en cours de collaboration interprofessionnelle ou dans le cadre du DU, c'est qu'on utilise on utilise d'abord des méthodes qui permettent d'identifier des apprentissages expérientiels. Des patients, des proches, des étudiants, principalement en médecine, on a aujourd'hui, mais on aimerait bien avoir les étudiants en sciences de la santé et les professionnels.
par la pratique réflexive. Donc, on fait des mises en situation, des analyses de cas. Et puis, à travers ça, ce qu'on accompagne, c'est l'artisanat de la compétence. Et je dirais que la transformation irréversible, la liminalité et les notions de seuil, en fait, c'est des objectifs qu'on a. Mais c'est vrai que si on les identifiait mieux, peut-être que ça nous permettrait d'être plus précis et concis dans les modalités pédagogiques qu'on organise. Donc voilà, moi je casserais ça comme ça. OK, c'est intéressant. Et comment vous vivez, c'est l'idée que l'apprentissage de chaque individu va être différent, va coller beaucoup à sa réalité, En fait, nous, ce sur quoi on travaille en transversalité, mais après, Jean-Michel et Richard, qui sont très impliqués aussi dans la formation, pourront donner leur point de vue, c'est qu'on essaye, d'une part, de faire confronter, et pas confronter, mais se rendre complémentaires, puisqu'on a des patients et puis des professionnels ou des étudiants au sens de la santé qui sont mobilisés dans les ateliers. On essaye en fait de faire rendre complémentaire. Et puis après, en transversalité, on a un peu les notions d'éthique. Comment moi je suis bien avec ce que je pratique et comment je suis bien dans le respect de l'autre. Donc des deux approches différentes, c'est-à-dire celle du patient des proches et puis celle des professionnels. Okay. De là où on est aujourd'hui. Voilà. Oui. Est-ce que je peux donner ma version, en fait, mais dans la relation partenaire de soins, c'est-à-dire la relation clinique avec chaque patient. Moi, je suis médecin libéral. Et donc, comme je l'ai mis dans le texte, il me semble que j'utilise les 5 concepts, mais comme M. Jourdain, et je ne savais pas trop que ça s'appelait comme ça, forcément. Donc, au niveau, donc le concept numéro 1, en fait, c'est cette idée, en fait, que chaque médecin, enfin, ou en tout cas, peut, avec chaque patient, le rendre partenaire, en fait. Chaque patient peut devenir un patient partenaire s'il le désire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la pratique réflexive, c'est la même chose. Donc, chaque médecin peut réfléchir à ce qu'on appelle, nous, la décision médicale partagée. Donc, c'est la pratique réflexive avec le patient. Le troisième, c'est cette idée que quand on travaille dans le partenariat, eh bien, c'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. C'est comme, moi, je mets ça comme une pente. C'est-à-dire, quand on a rencontré le partenariat, on ne peut plus imaginer de revenir au temps ancien. Le quatrième point, ben, c'est la même chose, cette idée de seuil, coupure, irréversibilité, en fait, mais que le patient peut devenir partenaire, mais que s'il rencontre un médecin persuadé avec le partenariat. Et le cinquième, l'artisanat de compétences, ben ça c'est évident puisque chaque médecin est différent et chaque patient est différent. Et il y a quelque chose qui n'est pas très très connu, que moi j'essaie de faire passer le message aux étudiants en médecine, c'est qu'on a une liberté totale d'action dans nos soins. Et donc, c'est pas seulement, il ne faut pas seulement écouter le patient, il faut aussi s'écouter soi-même. C'est-à-dire, c'est un artisanat parce que ça va des deux côtés en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est un ajustement entre deux artistes, en fait. Le médecin et le patient sont artistes chacun, c'est-à-dire, moi j'appelle ça 1 + 1 = 3. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qui va se passer au début de la consultation par rapport à la fin de la consultation. Et donc, pour moi, la consultation, c'est une co-création artistique. Mais il faut qu'il y ait une rencontre et il faut qu'il y ait un partenariat. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Vous savez, je travaille maintenant avec les médecins de famille ici dans le programme de médecine de famille chez nous. Et nous sommes en train de conduire une prospective de ce que sera la médecine de famille ou la médecine généraliste en 2035. Et une des choses qui ressort, d'abord, il y a une insécurité chez les collègues médecins de famille, c'est qu'ils ont de la difficulté à se placer dans c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre apport au niveau de la santé des gens. Qu'est-ce qu'on fait de différent des infirmières, des super infirmières? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus comparé aux spécialistes?
Ben, ce qui arrive souvent, la réponse, c'est vraiment la relation avec le patient. C'est le cœur du métier pour eux. Et là, ils sont en train de constater qu'il faudrait vraiment étoffer davantage dans la formation des médecins de famille la question justement de construire une compétence artisanale en lien avec la construction de relations avec les patients, de les aider à, c'est-à-dire de se donner les moyens pour apprendre à partir des patients, de peaufiner leurs compétences de médecin en fonction des échanges et du travail avec les patients. Alors, c'est très intéressant ce côté-là. Évidemment, pas tout le monde est à l'aise avec ça. Moi, je dirais que les gens qui ne sont pas à l'aise, c'est vraiment des gens qui vivent, moi, ce que j'appelle l'angoisse cartésienne, où tout doit être, et ont beaucoup de difficultés à accepter un peu l'artisanat. Hein, Peut-être juste rajouter que ça s'enseigne et ça s'apprend. Et ça, c'est un peu contre-culturel. On a l'impression que la relation, c'est automatique, mais moi, je crois qu'il y a vraiment un apprentissage et un enseignement. Voilà. Non, de plus en plus, en tout cas, moi, je constate aussi chez les collègues que c'est exactement ça. Donc, du coup, ils sont ouverts à un discours pédagogique, un discours en tout cas, de construire les instruments nécessaires à cette formation-là, à la compagnie. Merci beaucoup. OK. Céline André-Jean, vous aviez une question, je pense. C'était plus pour partager. Alors, je ne sais pas si je serai dans la bonne. Je voulais juste vous dire que donc, moi, je suis formatrice en éducation thérapeutique et je sais que j'utilise beaucoup faire bouger les gens de place, quoi. Ils viennent en tant que soignants, mais je viens les chercher aussi en tant que patients parce que du coup, voilà, la maladie ne s'arrête pas à la porte de notre cabinet et le diplôme ne vaccine pas. Et en faisant tous ces mouvements comme ça de place, ça leur permet de comprendre, puisqu'en éducation thérapeutique, on cherche à développer les compétences du patient. Et moi, dans ma formation, je cherche à développer les compétences du soignant et donc je les fais réfléchir sur qu'est-ce qui les a aidés, eux, à développer les compétences ici, qui va aider le patient à développer les siennes. Et on travaille beaucoup sur cette approche de l'expérience où où je leur donne cette métaphore de l'enfant qui, on peut toujours lui expliquer de ne pas toucher la porte du four parce qu'il va se brûler, de mettre des barrières dessus, etc. Mais que quand vraiment, vraiment, il va toucher la porte, il va ressentir l'expérience de la brûlure et que celle-ci, il n'y a qu'en la vivant qu'on peut... qu'on va savoir des choses qu'on ne saura pas si on n'a pas fait cette expérience-là, voilà, pour tout le travail. Donc, en faisant ce déplacement des chaises et en repositionnant les individus, même si c'est des soignants, en individus tout court, qui peuvent être touchés par la maladie, je trouve qu'on apporte beaucoup en faisant prendre de la hauteur sur l'éducation thérapeutique. C'est de l'éducation, c'est quoi l'éducation dans la société, etc. Et donc, voilà, je ne connais pas forcément toutes les notions que vous avez évoquées là, elles mériteraient pour moi d'être un petit peu maturées pour que je vois le parallèle avec, avec l'expérience, enfin le travail sur le partenariat de soins, mais je vois bien ces changements qui sont pertinents. Et je sais que dans ma formation, j'essaie de faire participer des patients parce que je trouve que le meilleur moyen de faire valoir tout ça, c'est de faire ensemble, en fait, de faire avec les patients et que c'est la meilleure preuve que les gens qui participent à cette formation voient l'intérêt que ça a. Et d'ailleurs, j'ai vu que j'avais une des patientes avec lesquelles je travaille dans mes formations qui est là. Voilà, c'était pour vous faire partager ça. Si je peux intervenir, Nicolas, juste une seconde. Oui. Juste, il y a une alarme de feu qui vient de sonner. Ah. En tout cas, ça s'est éteint. Vous avez entendu sûrement. C'est juste pour dire, Céline, que en fait, dans le concept du partenariat tel qu'on a commencé à le développer à Montréal et qui est en train de s'étendre, ça n'a plus de sens de parler d'un côté des soignants et du côté des professionnels parce que le patient est un soignant. Donc, il faut arriver à trouver un autre langage. Et ce n'est pas facile de casser ses habitudes, mais voilà quoi. Donc, moi, je les appelle cliniciens ou professionnels de santé selon les environnements dans lesquels je suis. Mais si on prend acte que le patient est un soignant, il faut arrêter de dire il y a les soignants et les patients. Parce que sinon, on renvoie les patients dans un rôle passif, quoi. Tout à fait.
Frédéric, tu avais peut-être quelque chose à dire aussi, parce que tu fais partie de l'équipe pédagogique. Micro. Oui, alors j'ai découvert des concepts que je ne connaissais pas, donc je vais me pencher un petit peu plus là-dessus. C'est vrai que moi, je m'étais arrêtée surtout sur le savoir expérientiel du patient et que voilà, je vais m'intéresser aux autres éléments. Voilà, c'est tout. Désolé, hein, il y a eu une alarme de feu, mais en tout cas, il n'y a pas de fumée, donc pas de feu sans fumée. Alors, Donc, bon, j'ai manqué la dernière intervention, je suis désolé. Là, mon temps s'écoule. Ben, on a encore 3 minutes pour le débat, mais après, je vais vous présenter, parce que je vais vous parler un peu de comment nous, on travaille là, avec ces concepts et ces différentes approches méthodologiques surtout. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres interventions à faire par rapport à ce que j'ai présenté. Ne soyez pas timide. Mais peut-être, Luigi, ce que je préfère, c'est commencer à présenter mes autres diapos, puis peut-être ça va susciter d'autres, parce que j'avais prévu un peu de débat à la fin. D'accord? ok, pas de problème. Bon. Alors, bon, en passant, ce n'est pas chez moi, hein, c'est une photo que j'ai prise d'Internet. Là, ça ne ressemble même pas chez moi. Alors, quelques méthodes de recherche, action, formation. C'est un peu ce qu'on a publié cet été dans la revue Pédagogie médicale avec l'équipe de gens dont Bernard Pro du CNAM, Carmen Cavaco de Lisbonne, Hervé Breton je pense qu'il est à Tours, lui, qui travaille beaucoup avec les savoirs expérientiels, les récits de vie, etc. Donc, on a voulu faire un tour d'horizon pour nos collègues en sciences de la santé sur ces approches. Et c'est un peu ça que je vais faire maintenant avec vous. Donc, d'abord, vous avez parlé tout à l'heure d'entretien d'explication. C'est un peu mon point de départ également. J'ai un étudiant au doctorat, Yves Delair, qui va commencer une série d'entretiens d'explicitation avec des médecins de famille pour voir expliciter leur travail, leur savoir d'action. Nous avons utilisé cette méthode avec des patients. On a fait des ateliers pour justement les aider à conceptualiser dans un premier temps, mais après aussi pour partager leur savoir d'expérience. Ça, c'était un élément important parce qu'on parlait tout le temps du savoir expérientiel du patient, mais personne ne donnait mais comment avoir accès? C'est un peu comme un trésor enfoui au centre de la planète. Alors là, il fallait trouver des moyens. Et le premier moyen qu'on a trouvé, c'est celui-là. On a fait des ateliers avec des patients. Et ça, c'est le modèle TOTE, Trigger Object, je ne me souviens plus exactement, mais c'est vraiment repris par Vermeersch et Nadine Feingold. Yves, mon étudiant, est allé se former avec Nadine Feingold. Et donc, il se base beaucoup sur cette histoire-là de déplier l'action. Donc, il y a toujours ce va-et-vient entre la prise de décision et la prise d'information. Et ça permet justement à l'individu à prendre possession de son savoir expérientiel. Moi, je m'intéresse à la collaboration interprofessionnelle, donc je voyais déjà des limites à ça. C'est-à-dire, j'ai fait un premier travail qui a été publié cette année aussi avec des entretiens d'explicitation auprès de praticiens, des cliniciens qui faisaient de la collaboration interprofessionnelle. Et ça a été très intéressant. Donc, j'ai fait une compilation de leur savoir expérientiel par rapport à la collaboration interprofessionnelle. Parce qu'une des choses que j'ai mentionnées, que je n'ai pas mentionné encore, mais qui est important dans la pensée ici, c'est qu'avec les réformes dans la formation des professionnels de la santé, on a introduit des choses très étranges comme visée de formation, des compétences transversales ou des compétences comme la collaboration interprofessionnelle. Or, on ne peut pas aller chercher un livre ou lire un compendium ou avoir Allô docteur sur la paume de ses mains pour nous dire quoi faire dans des situations de collaboration interprofessionnelle. C'est évident que ces compétences-là reposent beaucoup sur la mobilisation du savoir expérientiel pour les développer. Donc, je ne pense pas qu'on se trompe de route, on fait fausse route si on se dit mais il faut trouver des moyens pour mobiliser le savoir expérientiel pour développer ces compétences-là, notamment la collaboration interprofessionnelle. OK, donc l'entretien d'explication, c'est mon premier amour. Ensuite, j'ai passé au récit de vie.
avec Berthaud, etc. Et là, je suis encore là-dedans. Je maintiens encore des relations avec cette approche. Nous avons obtenu un financement pour faire utiliser la méthode des récits de vie, vraiment basée sur les travaux de Berthaud, avec des professionnels de la santé pour investiguer leurs pratiques réflexives. Aussi, dans un autre projet avec ma collègue Karine Bilodeau, que Luigi connaît, nous avons eu aussi un financement pour utiliser les récits de vie pour voir l'apprentissage des personnes touchées par le cancer. Alors, nous sommes en train de construire une série de 15 récits de vie de patients touchés par le cancer et de professionnels de la santé qui ont soigné ces gens-là, et pour découvrir le savoir expérientiel qui émane d'une expérience de vie avec le cancer. Donc, ça marche. Je peux vous dire que c'est très intéressant comme approche, mais encore, c'est vraiment la biographicité, ça dépend de la personne. C'est vraiment un construit en double. C'est deux personnes qui font le récit de vie. Tu ne peux pas le faire tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui t'écoute. Et dans la manière dont nous mobilisons cette approche, c'est le patient qui raconte son histoire, son épisode de vie avec le cancer, et c'est un étudiant ou un patient partenaire, justement, un patient partenaire, et elle travaille avec nous là-dessus, et c'est elle qui rédige le récit et qui fait valider par la suite avec la personne. Donc, c'est un récit, c'est intéressant parce que ça aide à ce que l'histoire l'épisode de vie de la personne soit communiqué à une deuxième personne qui l'écoute, qui l'observe, qui le reconnaît, et donc c'est une double construction. C'est intéressant de ce côté-là. Mais ensuite, comme je vous ai dit, moi, je travaille beaucoup dans les contextes sociaux, les groupes, la collaboration interprofessionnelle. Et ça, c'est une autre démarche qui est basée aussi un peu sur les récits de vie ou la biographie, les approches biographiques de Gaston Pinault, par exemple. C'est Daniel Desmarais, ici au Québec, que peut-être vous connaissez, sur lequel moi j'avais participé à l'époque. On n'a pas encore utilisé avec des patients, mais ça s'en vient, n'ayez crainte. On va vraiment essayer de faire ça comme ça. C'est de faire la démarche de petits groupes autobiographiques, dans laquelle un petit groupe, 4-5 personnes, chacun se raconte son histoire. Ensuite, on passe à la phase de rédaction. Chacun rédige son récit et se partage. Et donc, l'idée, c'est de vraiment être dans la jonction entre la finalité de recherche, de comprendre davantage qu'est-ce que c'est que la vie avec la maladie, pardon. Et l'action, c'est que les gens apprennent à vivre avec la maladie ou apprennent à travailler avec les patients, hein, n'est-ce pas? C'est pas donné, ça. Et l'appropriation, que chacun puisse approprier son parcours de vie et prévoir un peu la suite. Et puis finalement, l'autre, pas finalement, je pense, l'autre, c'est vraiment la clinique de l'activité. Nous travaillons avec cette approche depuis 2018. Bernard Pro est venu à Montréal au mois de juin 2018. Il nous a fait un atelier d'une semaine. On a tous eu une formation rapide sur l'approche. J'ai un étudiant en doctorat qui utilise l'approche pour étudier le travail en collaboration interprofessionnelle avec un patient dans un EHPAD. I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. Donc, c'est ça. Un étudiant au doctorat travaille dans un EHPAD regarde une équipe interprofessionnelle et un patient et fait de la clinique de l'activité avec eux. On est en train d'analyser ces données-là en ce moment. Et là, actuellement, je prépare une demande de fonds pour mobiliser la clinique de l'activité dans le cadre d'un réseau de recherche de maladies chroniques au Canada, maladie rénale, donc c'est mes amis. Moi, je travaille avec ce réseau depuis 2016 et nous allons proposer de regarder 3 équipes qui intègrent des chercheurs et des patients et qui travaillent dans le contexte de la recherche en maladie rénale pour utiliser la clinique de l'activité pour faire ressortir le savoir expérientiel. Ces gens-là, ces groupes travaillent ensemble depuis 4 ans et demi maintenant.
ça va bien. Ils ne sont pas dissous, il n'y a pas eu de grosse guerre nucléaire, ils s'entendent très bien. Et d'ailleurs, les patients sont ils ont pris leur place, hein, on pourrait dire ça. Et donc, l'idée, c'est de se servir de la clinique de l'activité pour faire ressortir, d'une part, faire ressortir les savoirs expérientiels qui ont été mobilisés pour cette réussite, mais en même temps, évidemment, donner à ces groupes-là le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, hein, comme dirait notre ami Yves Clos, le pouvoir d'agir sur leur travail ensemble et poursuivre le travail, poursuivre l'intégration des patients dans la recherche. Bon, attendez. OK. Donc, voilà un peu un portrait. Il est 15h27, 9h27 ici. Je ne sais pas si vous, par rapport à ces approches-là, je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'en utiliser quelques-uns, mais là, mon propos, c'est c'est un peu de vous partager mon approche, c'était d'élargir un peu le spectre, pas juste rester sur l'entretien d'explicitation, mais explorer différentes approches. Je peux vous dire, je ne suis pas expert dans aucune de ces approches-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voir la collaboration interprofessionnelle puis l'apprentissage expérientiel. J'ai 2 étudiants, un expert en entretien d'explicitation, l'autre en clinique de l'activité. Et j'ai des collègues avec qui je travaille beaucoup sur les récits de vie. Et éventuellement, un jour, mon rêve, c'est de faire une démarche en petit groupe autobiographique avec des médecins et des patients également. Alors voilà, voilà ma présentation. Il est 9h28. Je ne sais pas si je pourrais prendre quelques questions, débats. Ça me ferait plaisir.